Je disais qu'aujourd'hui, nous avons un grand plaisir et immense honneur d'avoir avec nous trois hommes d'exception, grands experts des Balkans et de la région de Kosovo, pour nous aider dans nos efforts pour la justice, la paix et la vérité. Je propose que nous commencions avec une chanson de la Grande Guerre qui exprime tellement bien la nostalgie pour la Serbie que même le plus grand homme de science serbe, notamment Nikola Tesla, l'avait souhaité sur son lit de mort. Il s'agit de chanson Tamo Daleko et vous pouvez vous tous joindre à Maria Belenan Rouillon. Bienvenue. Je vous invite de chanter avec moi si vous souhaitez. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija, tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija. O, zar je morala doć ta tužna nesrećna noć, kada si, Dragane moj, otišao u ljuti boj. O, zar je morala doć ta tužna nesrećna noć, kada si, Dragane moj, otišao u ljuti boj. Tamo daleko, gde cvetali žut, tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo daleko, gde cvetali žut, tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. O, zar je morala doć ta tužna nesrećna noć, kada si, Dragane moj, otišao u ljuti boj. O, zar je morala doć ta tužna nesrećna noć, kada si, Dragane moj, otišao u ljuti boj. Hvala. Nous invitons Dr Troud de nous parler, donc de nous présenter l'histoire de Kosovo. Très bien. Et d'essayer de nous expliquer son immense importance pour la Serbie. Voilà, c'est ça. Merci. Parce que vous êtes le mieux placé. Oui, objectif. Pour ce sujet très compliqué. Alors, d'abord, je rappellerai que le Kosovo est un minuscule État de 10 887 km², c'est-à-dire à peine 2 départements français. Pour vous donner une idée des dimensions. Et il est peuplé de 1 800 000 habitants, qui en fait un des plus petits pays d'Europe. Il est en plein cœur des Balkans et n'a accès ni à la mer ni au Danube. Alors, pourquoi ce petit État est-il si intéressant pour les Serbes? Les Français l'ignorent, mais les Serbes sont au Kosovo depuis plus de 1000 ans. Ils sont arrivés vers le 8-9e siècle, puisque les missionnaires Cyril et Méthode ont converti les Serbes au christianisme au IXe siècle.
Et dès le XIe siècle, il y avait un royaume serbe dans l'Empire byzantin de Constantinople. Ce royaume a duré 300 ans avec la dynastie des Némanides. En 1233, avec Saint Sava, qui a créé le siège du premier archevêché à Peć, dans le sud du Kosovo, et qui a créé une église autocéphale serbe. Vous savez que dans le système orthodoxe, chaque église est autocéphale dans chaque nation, tout en dépendant de Constantinople, mais sans être obligé d'obéir au patriarche de Constantinople, comme les catholiques le font vis-à-vis du pape de Rome. Bon, ceci est une parenthèse. En tout cas, donc Peć était capitale de l'église, et il y a une floraison de monastères magnifiques, dont Gračanica, près de Pristina, et Dečani, près de Peć, qui sont classés au patrimoine historique de l'UNESCO, donc théoriquement intouchables. Mais on verra que ce n'est pas le cas. Prizren était la capitale du royaume. Et en 1340, le royaume a atteint son summum avec l'empereur Dušan, qui était tsar des Serbes et des Grecs. C'était son titre exact. Car il contrôlait un domaine qui englobait la Serbie, tout le nord de la Grèce et l'Albanie, tout en dépendant toujours de l'empereur de Constantinople. En 1217, Stéphane est couronné roi de Serbie par un légat du pape, ce qui prouve que le roi de Serbie avait de bonnes relations, non seulement avec Constantinople, mais avec Rome. Sur le plan économique, l'État était très riche, avec les mines de Novo Brdo, Trepča, les mines d'argent, de plomb et de zinc, qui sont mentionnées par Dante Alighieri, le plus grand auteur italien. Malheureusement, en 1389, le 15 juin, date de l'époque, mais comme c'était l'ancien calendrier, ça correspond au 28 juin maintenant. En 1389, il y a eu la fameuse bataille de Kosovo-Polier, c'est-à-dire littéralement du champ des merles, entre les Turcs conquérants et je ne dirais pas les Serbes. C'était toute une alliance de la chrétienté occidentale, puisqu'il y avait des Francs, des Bulgares, des Tchèques, des Hongrois, des Roumains, des Grecs et même des Allemands qui avaient constitué le quart privé du tsar Dušan. Quel était leur nombre? On parle de 100 000. D'après les historiens actuels, c'est un petit peu exagéré. On pense qu'il y avait environ 40 000 Turcs contre 25 000 alliés. Mais en tout cas, ça a été une bataille capitale, puisque on a sonné le tocsin à Notre-Dame de Paris. Et il y avait à l'époque un système de communication qu'on a perdu par cloche entre les différents villages. Et la nouvelle est arrivée très vite. En fait, le tocsin a sonné 2 fois. Parce que la première fois, on pensait que les Serbes étaient vainqueurs. Et le lendemain, ils ont été encerclés et ils ont perdu la bataille. Et donc, le tocsin a ressonné une nouvelle fois à Notre-Dame de Paris. C'est montrer l'importance que toute la chrétienté occidentale accordait à cette bataille. Alors, au cours de cette bataille, le sultan Mourad a été tué par un Serbe solitaire, on ne sait pas trop comment, qui s'est faufilé jusqu'à sa tente, et le chef des Serbes a également été tué. Et il y a eu la fameuse parole du prince Lazare: il vaut mieux mourir au combat que vivre dans la honte.
Alors, c'est ainsi que se termine la période de monarchie serbe au Kosovo, et commence une longue période de 523 ans entre 1389 et 1912, puisque le Kosovo était de l'Empire ottoman jusqu'en 1912. Donc l'occupant était turc et les Albanais ont été petit à petit convertis, surtout dans les villes. Alors ceci se comprend parce que dans l'Empire ottoman, les chrétiens avaient un statut inférieur, de dhimmi. C'est-à-dire que c'était des ersatz de citoyens. Ils n'avaient pas le droit de porter les armes, ils n'avaient pas le droit d'être fonctionnaires, ils payaient un impôt spécial, donc ils étaient extrêmement défavorisés. Et on comprend qu'ils se soient laissés séduire par la religion musulmane. Alors, durant cette époque, il y a eu sans cesse des combats entre les Serbes et les Albanais. En 1689 a eu lieu la grande migration, Velika Seoba, qui est due à une attaque des Autrichiens qui est arrivée jusqu'au Kosovo. Mais il n'était pas suffisamment fort pour battre l'armée ottomane, qui avait, entre parenthèses, tout l'est de la Méditerranée, jusqu'à la Tunisie. Et ils ont été obligés de reculer, et l'empereur d'Autriche a offert le refuge. Il a dit: je ne peux pas occuper ces garnisons, mais je propose le refuge aux familles chrétiennes serbes. Et alors, d'après les documents officiels, il y aurait eu 37 000 familles qui sont parties, qui ont quitté le Kosovo. Ce qui explique le développement du Kosovo par les Serbes. Et 37 000 familles à l'époque, on peut dire que c'est au moins 210 000 personnes, en comptant 5 personnes par famille en moyenne. Et ces gens se sont réfugiés principalement en Voïvodine. En 1737, il y a eu une deuxième migration également des Serbes du Kosovo. Et en 1766, le patriarcat a été fermé par les Ottomans. Et le mot d'ordre dans l'Empire autrichien était Albacinenbus liberanos domine, c'est-à-dire des Albanais, libère-nous Seigneur. Ce qui en dit long sur l'opinion de l'époque. En 1830, les musulmans et les chrétiens étaient à peu près égalité. Il y avait 114 000 musulmans pour 80 000 chrétiens. Mais la situation se dégrade, et en 1890, il n'y avait plus que 28% de non-musulmans et 72% de musulmans. 246 000 contre 93 000. Ceci d'après des recensements turcs révisés par les Autrichiens. Alors, je dis non-musulmans parce qu'il n'y avait pas que les Serbes. Il y avait d'importantes minorités, notamment des Bosniaques, des Juifs qui venaient d'Espagne et qui parlaient un langage mélange d'hébreu et d'espagnol qu'on appelle le ladino, qui était encore parlé à Sarajevo il y a peu de temps. Et des tziganes qui sont arrivés au Moyen-Âge et qui étaient également mal considérés par les Ottomans et les Albanais. Alors, ce n'est qu'en 1912, je l'ai dit, que le Kosovo a réintégré la Yougoslavie, ce qui a été ratifié par le traité de Versailles en 1919, à l'issue de la Première Guerre mondiale.
Et c'est une armée franco-italienne qui a libéré le Kosovo en 1918 sous les ordres de Franchet Espéré, qui venait du front de Salonique. Alors, durant la Deuxième Guerre mondiale, ce ne sont pas les Allemands, mais les Italiens qui étaient maîtres du Kosovo, ainsi que de l'Albanie. Parce que c'était le vieux rêve italien. L'Albanie était un vice-royaume. Et les Italiens soutenaient les Albanais. Là encore, il y a une nouvelle expulsion en 1941-42, parce que les Italiens sont restés 4 ans. 40 000 Serbes ont été expulsés du Kosovo et 10 000 maisons brûlées. En plus, les Albanais s'engageaient à fond du côté germano-italien avec 2 divisions SS, la division SS Handjar, qui signifie le sabre en arabe, je crois, et la division Skanderbeg, du nom du héros albanais du Moyen-Âge. Et en 1940, il n'y avait que 239 membres du Parti communiste yougoslave au Kosovo, ce qui indique la faiblesse des communistes serbes au Kosovo. Alors maintenant, nous en arrivons à l'époque titiste. Alors sous Tito, qui a régné pendant 35 ans, de 1945 à 1980, il y a eu le fameux décret du 16 mars 1945, quand le Kosovo a été libéré par les communistes yougoslaves, qui interdisait le retour des Serbes dans leurs fermes au Kosovo. On pense que cette mesure touchait 40 000 paysans, à peu près. Enfin, le chiffre est difficile à déterminer, mais on ignore pour quelle raison Tito a refusé ce retour des Serbes au Kosovo. Par contre, il leur a donné l'usage officiel de la langue albanaise. À noter qu'en 1945, il y avait 74% officiellement d'Albanais illettrés au Kosovo. On peut dire que la Yougoslavie communiste a fait beaucoup d'efforts pour les Albanais du Kosovo, ce qui différencie de ce qui s'est passé en Algérie, en ce qui nous concerne. On compare beaucoup Kosovo-Algérie, mais c'est tout à fait différent parce que la Yougoslavie a tout fait pour offrir l'école primaire aux enfants albanais. Néanmoins, il y avait des émeutes permanentes, notamment en 1968, il y a des émeutes à Pristina, le drapeau albanais flottait dans la rue avec des portraits de Enver Hoxha, qui était le dictateur communiste d'Albanie. Et Tito s'est fâché, mais il a quand même concédé beaucoup de choses. Et en 1970, il a ouvert l'université de Pristina, qui a connu un énorme succès, ce qui montre que les Albanais n'étaient pas du tout maltraités. Malheureusement, l'université de Pristina, on peut dire, a été victime de son succès, parce que la plupart des diplômés albanais qui en sortant ne trouvaient pas de travail. Et c'est un problème qu'on va retrouver par la suite. En 1974, Tito a accordé une nouvelle constitution qui était tout à fait moderniste, puisque cette constitution accordait au Kosovo ainsi qu'à la Voïvodine un statut égal aux 6 républiques constituant la fédération yougoslave. C'était le système des 6+2, avec notamment une présidence collective pour chaque chef de république.
donc y compris l'Albanie et la Voïvodine. Entre-temps, ah oui, et ce qu'il faut dire, c'est très important, cette constitution donnait le pouvoir de décision au Kosovo. C'est-à-dire que le Kosovo, qui était territoire autonome dans la République de Serbie, pouvait refuser les lois serbes, ce qui est quand même phénoménal. Donc ils avaient tous les pouvoirs d'une république indépendante. Néanmoins, le nombre de Serbes continuait à diminuer. Ils étaient 264 000 en 61, 259 000 en 71, 235 000 en 81 et 215 000 en 91. On dit qu'il y a eu 100 000 Serbes qui ont quitté le Kosovo en 20 ans, entre 60 et 80. Bon, même si le chiffre n'est pas tout à fait exact, ça donne un ordre d'idée. Et par contre, la population albanaise continuait d'augmenter à un rythme effréné, puisque l'Albanie avait un taux de natalité de type africain, 40 pour 1000, le plus élevé d'Europe, avec 6,7 enfants par femme, en moyenne, ce qui est absolument énorme en Europe, et contre 3 fois moins pour les Serbes. Donc mathématiquement, la proportion des Serbes a diminué sur le territoire du Kosovo. En 80, c'était la mort du Tito, et en 86, le mémorandum de l'Académie de Belgrade qui parlait d'un génocide culturel des Serbes. Ensuite, en 87, Milosevic qui est venu, on sait pour la fameuse journée, qui a dit « Plus jamais personne n'osera lever la main sur vous ». En conclusion, la Serbie a toutes les raisons de vouloir garder le Kosovo, puisque les Serbes y sont présents depuis plus de 1000 ans. Et bien que la population ait été réduite, elle ne peut pas abandonner les 100 000 Serbes qui restent au Kosovo. Malgré tout, le nouvel État du Kosovo, autoproclamé en 2008, est dans un état économique épouvantable, avec 50% officiellement de chômage, 90% de déficit du commerce extérieur et une production de la drogue qui représente 90% du produit intérieur brut, ce qui est vraiment unique au monde. Donc, si on compare le Kosovo à l'Algérie, ce que font beaucoup de Français, la situation n'est pas comparable puisque les Serbes ont toujours habité le Kosovo depuis plus de 1000 ans, alors que les Français n'étaient en Algérie que pendant 150 ans, et ils ont accordé aux Albanais des droits que la France n'a jamais accordés aux musulmans d'Algérie. Puisqu'en Algérie, à l'Assemblée algérienne, 1 million de colons européens avaient autant de voix que 9 millions de musulmans. Donc la situation n'est pas comparable et la France a tort de ramener le sort du Kosovo à celui de l'Algérie. Ce sont deux choses totalement différentes. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de M. Gilles. Maintenant, Maria qui va chanter Vidota. D'accord. Allez. Vidota.
Sećanja davnih jedini lekovi. Kudu da krenem, tebi se vraćam ponovo. Kuda mi otme iz moje duše Kosovo. Kudu da krenem, tebi se vraćam ponovo. Kuda mi otme iz moje duše Kosovo. Povečni plamen u našim srcima. Kosovskog boja ostaje istina. Kuda da krenem, tebi se vraćam ponovo. Voda mi otme iz moje duše Kosovo. Kuda da krenem, tebi se vraćam ponovo. Voda mi otme iz moje duše Kosovo. Oprosti Bože sve naše grehove. Junaštvom daruj kćeri i sinove. Kuda da krenem, tebi se vraćam ponovo. Voda mi otme iz moje duše Kosovo. Kuda da krenem, tebi se vraćam ponovo. Voda mi otme iz moje duše Kosovo. Vidovdan. Merci Marie et merci Dr Trude. Vous nous avez ramené jusqu'à stabilisation de Kosovo, comme ça se présente dans les médias aujourd'hui, alors que la situation est tragique, surtout pour les Serbes qui vivent encore là-bas. Pourtant, la Serbie, le monde, le droit international, l'environnement ont payé un prix terrible pour ce qu'on arrive à cette stabilisation. Et nous avons un immense honneur que colonel Ogar pourrait nous témoigner comment c'était à Kosovo pendant les bombardements, pour nous raconter exactement ce qui s'est passé avec les Serbes, avec l'Učeka, avec les églises serbes, parce que vous n'allez pas entendre ça dans les médias. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité parce que je me retrouve en Serbie, parmi vous ce soir, à Nice. C'est assez original. Et merci pour l'organisation parfaite de cette venue et à mon conducteur qui est venu me récupérer à l'aéroport tout à l'heure. C'est toujours un moment d'émotion pour moi quand je parle à des Serbes et à des amis de la Serbie de ce drame qui est arrivé en 1999, je dirais par la volonté des États-Unis d'Amérique, par la volonté de l'OTAN, avec la lâcheté de l'Union européenne et hélas de mon pays, la France. Alors je vais essayer de vous faire un témoignage assez court, je crois que j'ai une petite demi-heure, c'est ça? Jusqu'à votre avion. Non, mais pas jusqu'à mon avion.
Je voudrais surtout essayer de vous dire, d'abord de me présenter rapidement. Moi, je suis issu d'une famille d'officiers. Je suis la 12e génération d'officiers, avec une tradition, évidemment, dans ma famille, c'est bien sûr le culte de la patrie, le culte des morts, et en particulier, je me souviens, enfant, petit garçon, étant à Paris alors que mon père était précisément en Algérie, faisait son devoir d'officier en Algérie, chez mes grands-parents. Mon grand-père était général à la retraite, il habitait à côté des Invalides, et ma grand-mère, qui était plus valide que lui était un très grand blessé de 14-18, il avait continué sa carrière par la suite, m'emmenait au musée de l'armée, dont je connaissais à peu près tous les recoins par cœur à cette époque. Et chez mes grands-parents, il y avait sur une console, il y avait comment dirais-je, un cadre en cuivre avec une photo jaunie d'un jeune officier avec une citation en dessous. Sa Légion d'honneur et sa croix de guerre étaient accrochées à ce cadre. Et il se trouvait que c'était le frère de ma grand-mère, mon grand-oncle, tombé au combat devant Bitola, en Macédoine du Nord, avec ses frères d'armes serbes combattant les germano-bulgares. C'est la remontée dont parlait le docteur Troud à l'instant, la remontée de l'armée d'Orient pour libérer la Macédoine, le Kosovo et bien sûr la Serbie. Alors cette anecdote pour vous dire que la Serbie elle est rentrée dans ma vie quand j'étais un petit garçon, parce que je me souviens il avait été tué à Kenali exactement, on disait Kenali, on ne disait pas Bitola, entre parenthèses Orient. Alors pour moi Orient ça me fascinait parce que j'avais 5-6 ans, 7 ans, et j'imaginais des mandarins avec des œufs pourris, des nattes et des grandes robes en soie. Et en fait, on parlait bien de l'Orient, de l'Europe, et on parlait bien de ces Balkans dont il s'agit aujourd'hui. Alors, quand je vous raccourcis ma carrière, mais j'ai fait une carrière d'officier à la Légion étrangère, au 2e REP en particulier, avec beaucoup de campagnes africaines, et je ne connaissais pas bien, pratiquement pas les Balkans, et donc je me garderais bien de dire que je suis un expert, mais les Balkans et la Serbie est rentrée dans ma vie d'homme, donc en 1998, parce qu'à ce moment-là j'étais affecté au commandement des opérations spéciales, à côté de Paris, et on m'a confié le dossier Kosovo, puisque vous vous rappelez qu'à l'été 98, les médias occidentaux commençaient à parler beaucoup du Kosovo et des pauvres Albanais qui y subissaient la méchanceté chronique des Serbes et de M. Milosevic. C'est ainsi qu'on nous présentait les choses dans les médias français de l'époque. Et ce sera mieux. Ah oui, c'est mieux, pardon. Et donc, c'est cette période de l'automne 98 où je vais m'intéresser de très près à la situation au Kosovo, en Serbie, dans les Balkans en général. Les étapes, elles vont être les suivantes. Vous vous souvenez des pseudo-négociations de Rambouillet en mars 1999. Pseudo-négociations, pourquoi? Parce que on réunit le groupe des 5, si je me souviens bien, les 5 puissances occidentales, la République fédérale de Yougoslavie, les représentants de la rébellion de l'Učeka, qui s'est signalée au Kosovo à partir de 1996, de manière violente, en agressant des postes de police, en agressant des casernes, en agressant un certain nombre de représentants de l'État yougoslave au Kosovo. Et on met tout ce monde autour d'une table, pas tout de suite, mais dans des salles séparées d'abord, puis ensuite autour d'une table, pour essayer de faire capituler finalement les Serbes devant les exigences américaines, car au fond il s'agit de ça. La France dans tout ça n'est qu'un suiveur. Et finalement, ces négociations se terminent de la façon que l'on connaît, c'est-à-dire que échec, mais échec voulu. On ne voulait pas la paix, on voulait la guerre à travers ces pseudo-négociations. Et donc démarre une campagne de bombardement qui va durer 78 jours
pour faire plier la République fédérale de Yougoslavie. Alors moi je suis à ce moment-là déjà sur le terrain parce que j'ai été projeté, comme on dit en termes militaires, dès le début de janvier 99 en Macédoine du Nord, exactement à Kumanovo, pour ceux qui connaissent la région, et je suis sous commandement britannique, car je suis patron du groupement interarmé des forces spéciales françaises, mais qui est aux ordres d'un général britannique, qui sera le pire ami ou le meilleur ennemi que j'aurais jamais rencontré dans ma vie pendant les mois qui vont suivre. Cette période est celle en même temps où se déroulent les fameuses négociations de Rambouillet, et puis bien sûr le début des bombardements. J'avoue que la veille, je suis sur le terrain, on s'est desserré, on s'est reculé par rapport à la frontière avec la Serbie. Quand je dis la Serbie, je parle à la frontière du Kosovo naturellement, mais je précise. Et on se recule de quelques 40 ou 50 km, et je vais passer un hiver qui avait déjà mal commencé, parce que moi j'étais plutôt habitué aux chaleurs africaines ou aux chaleurs niçoises d'aujourd'hui. Et là, je me retrouvais vraiment dans un environnement que je connaissais mal, qui est celui du froid, et du grand froid. Et nous allons passer dans quelques semaines, quelques mois, à nous entraîner, à faire des reconnaissances, etc. etc. C'est une époque un peu particulière, et bien sûr l'époque des bombardements. La veille de ces bombardements, je suis sur le terrain avec mes officiers, et nous pensons qu'il s'agit d'un bluff. Nous pensons qu'il s'agit d'une énorme opération de bluff, et que nous, sur le terrain, on nous dit la même chose pour que surtout personne ne se trahisse, mais qu'il n'y aura évidemment pas de bombardement. Mais on avait tort, puisque le lendemain matin, dès l'aube, on entend, alors le temps était nuageux, on ne voit pas les avions passer, mais on les sent, on les entend passer au-dessus des nuages, et démarre cette campagne ahurissante contre la République fédérale de Yougoslavie. Campagne ahurissante parce qu'elle est déclenchée sans l'aval de l'ONU, il faut le rappeler. Donc il y a violation de l'ONU. Je ne parle pas de la résolution 1244 qui n'est pas encore votée, qui sera votée après. Elle est déclenchée en violation, il faut le dire aussi, de la charte de l'OTAN, qui est l'organe qui déclenche cette guerre incroyable en Europe, à 2h30 d'avion de Paris, contre un État qui n'a agressé personne, mais qui entend simplement régler de manière policière ou militaire si nécessaire le problème d'une rébellion armée sur son sol, sur son territoire. Le docteur Troud l'a rappelé, depuis plus de 1000 ans, les Serbes sont chez eux au Kosovo. D'ailleurs, le patrimoine colossal, culturel, spirituel, religieux, cette montagne, je dirais ce nombre incroyable de monastères et d'églises plus anciens les uns que les autres et plus beaux les uns que les autres, nous rappelle que le vrai patrimoine du Kosovo, c'est bien le patrimoine serbe orthodoxe. Le dénier, c'est une forme de révisionnisme qui est intolérable. Bon. Mais cette guerre se déroule pendant donc 78 jours. Moi, je suis au sol et j'attends la suite parce qu'on évoque un certain nombre de procédés militaires très techniques dans lesquels je ne vais pas rentrer, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et puis ça se termine par les accords militaires de Kumanovo. Et nous, à ce moment-là, je me vois confier la mission de négocier avec l'armée serbe les conditions d'entrée de la brigade française au Kosovo. Brigade française qui doit rejoindre ultérieurement la zone nord, le triangle bien connu qui est marqué au sud de la rivière Ibar avec Kosovska Mitrovica. Et il se trouve que le général commandant la brigade française est un cousin germain, c'est le fils de la sœur de mon père, ce qui me facilitera la tâche à certains moments, et j'y reviendrai. Et donc c'est l'entrée, le premier contact pour moi avec l'armée serbe. Il est froid, et on peut les comprendre. Et je me souviendrai toujours de ce grand commandant de l'armée serbe, le seul qui parlait français parmi les officiers qui étaient en face de moi,
sur une position de l'armée serbe à la frontière donc, de la Serbie et de la Macédoine, me disant bienvenue au Kosovo, Metochi. Et je lui ai dit instinctivement, je lui ai dit, je ne viens pas en ennemi, je viens en soldat qui a pour mission d'exécuter des ordres qui vous seront désagréables, mais sachez qu'ils me seront autant désagréables à moi qu'à vous. Mais nous n'avons pas le choix et nous allons faire que ces ordres se passent de la manière la plus possible pour les uns comme pour les autres. Et donc c'est toute la négociation qui a suivi et qui a permis ensuite à la brigade Leclerc, puisqu'on l'appelait ainsi, de se déployer au Kosovo dans les semaines qui vont suivre. Et moi, à peine réglé ce premier aspect de ma mission, je suis dépêché en avant de phase, et en avant de phase au point de vue de temps, dans la zone de Kosovska Mitrovica. Donc je passe par Gnilane, je passe par Pristina, et je file vers Kosovska Mitrovica. J'y ai envoyé en éclaireur, alors je commande un groupement de forces spéciales, c'est pas beaucoup d'hommes, c'est 150 hommes, mais c'est quelques moyens, c'est 5 hélicos, etc. etc. Et je prends contact à Mitrovica avec des autorités serbes qui sont présentes et démarre une opération extrêmement courte pour moi parce qu'elle va durer 18 jours exactement. La période où je suis seul dans cette future zone française, où la brigade qui va arriver se déployer derrière moi est encore en Macédoine, et je me déploie en avance du calendrier avec l'assentiment du chef d'état-major des armées, le général Kelch, qui m'a dit « allez-y le plus tôt possible ». Allez-y le plus tôt possible pour que on ne se trouve pas devant une situation impossible, c'est-à-dire qu'au moment où les Serbes s'en iront, quand je dis les Serbes s'en iront, c'est-à-dire l'armée serbe, la police serbe, l'État serbe, les fonctionnaires serbes, qu'on ne se retrouve pas avec des comités de libération, entre guillemets, albanais, qui nous accueillent avec des drapeaux albanais. Donc ça va être tout l'esprit de cette mission pendant les 18 jours qui vont suivre et qui vont être chargés d'événements douloureux. Je suis à peine arrivé, je crois que c'est le lendemain de mon arrivée à Mitrovica. Alors en partant de Taverny, on avait oublié une chose essentielle parce que les forces spéciales ne font pas tellement de cérémonies et de prises d'armes, mais elles savent travailler, mais elles n'ont pas beaucoup d'uniforme de parade, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'avais oublié de prendre un drapeau français. Alors on en avait récupéré un au passage devant la mairie de Taverny. Je m'en suis beaucoup excusé auprès du maire après. Je lui ai présenté toutes mes excuses en temps voulu, mais on avait emmené, vous savez, un drapeau tout simple avec la hampe en fer, métal doré, et on l'avait installé sur le foyer de l'armée yougoslave où les militaires yougoslaves nous avaient conseillé de nous installer en attendant qu'ils libèrent leur caserne, la caserne Stefan Nemanja de Mitrovica. Et j'étais à peine là, je vous dis, depuis à peine 24 heures, qu'on prévient qu'une religieuse serbe demande à me voir. Alors elle avait garé sa petite Yugo devant le portail qui était fermé, on l'a fait rentrer, je l'accueille, mon serbe est toujours pas très développé, mais à l'époque il était encore moins, et on se met à parler en anglais, et elle me dit, je viens de voir un drapeau français, est-ce que les Français, les soldats français que vous êtes se souviennent de l'amitié franco-serbe? Alors elle tombait évidemment bien, puisque je viens de vous expliquer pourquoi. Je n'étais pas du tout insensible à ce qui se passait. Et elle me dit, je reviens de Pristina, j'ai été voir l'état-major britannique qui s'installe. Vous êtes censé libérer cette province. Il se passe des choses probablement terribles à 30 km d'ici, en pleine Drenica, au monastère de Devic, dont nous n'avons pas de nouvelles depuis 3 jours et 3 nuits. Il y a là-bas 9 religieuses, un prêtre de passage. Nous sommes très inquiets, le téléphone ne marche plus, et nous savons que si nous y allons, on va avoir beaucoup d'ennuis avec les Albanais qui, du fait de l'arrivée de l'OTAN, sont déchaînés. Et ça, je pouvais le voir
par mes propres yeux. Alors je lui ai dit, parce qu'il était tard, c'était le soir, la nuit tombe relativement tard, mais quand même à cette époque de l'année, et je lui ai dit, dès demain matin à l'aube, on envoie du monde, on va voir ce qui se passe. En fait, tout simplement, j'avais besoin d'avoir du temps pour récupérer mes équipes, qui travaillaient par équipe de 6, et qui faisaient à ce moment-là beaucoup de contacts et de renseignements, notamment pour comprendre ce que faisaient les Anglais dans notre zone. Et Dieu sait s'ils étaient actifs. Et nous n'arrêtions pas de tomber sur des Land Rover Defender de nos amis, de nos cousins du 22e régiment SAS de l'armée britannique, qui étaient tout simplement là, en fait, en train de commencer à donner un sérieux coup de main à l'UCK, ce qu'ils avaient commencé quelques mois plus tôt, à la faveur des mouvements permis par la KVM en particulier. Et à ce moment-là, nous sommes allés à Dewitch le lendemain. Et je vous raccourcis tout ça parce que c'est pour dire que ça a été le premier incident grave, avec des blessés, des morts, côté albanais évidemment, et un compte-rendu à faire à Paris qui m'a valu un entretien intéressant en direct avec mon chef d'état-major des armées à Paris, et le lendemain, la visite des chefs de l'UCK de la région, qui je crois d'ailleurs sont actuellement à La Haye pour y répondre de leurs crimes, puisque ce sont de vrais criminels de guerre, là-dessus il n'y a pas de doute. Et j'espère qu'ils en rendront compte et qu'on ne les mettra pas en liberté comme on l'a fait pour d'autres. Et à ce moment-là, ces gens viennent protester en me disant il s'agit de nos forces spéciales auxquelles vous avez collé une raclée, vous êtes venus nous aider, vous n'êtes pas venus nous combattre. J'ai dit je suis pas, on ne doit pas se comprendre. Les soi-disant forces spéciales en question, ce sont des voyous, des bandits, des assassins. Si ce sont vos forces spéciales, alors on va avoir beaucoup de problèmes avec vous dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Sinon, dépêchez-vous de me dire que ce sont des éléments incontrôlés. Ah oui, c'est ça, ce sont des éléments incontrôlés. Alors je leur dis, alors reprenez-les rapidement sous contrôle, parce que ça évitera beaucoup de problèmes pour la suite. Donc c'est ainsi que démarraient mes relations localement avec l'UCK. Alors je n'étais pas dans le sens de l'histoire, c'est évident, mais je ne faisais que suivre ma conscience, mon inspiration du moment, et dont je ne regrette évidemment rien 20 ans plus tard. Les incidents se sont multipliés dans les temps qui ont suivi avec l'UCK. Il y a eu d'autres épisodes, certains sont connus, d'autres moins connus, mais j'en retiens deux. L'embuscade d'éléments de l'UCK sur des réfugiés serbes quittant la ville de Peć et remontant vers Kosovska Mitrovica. On est averti dans l'après-midi de cet incident. Il y a encore des unités serbes qui sont présentes et qui se retirent, ça devait être 48 heures après ou quelque chose comme ça. Et j'envoie un hélicoptère armé sur la zone et on me dit effectivement, il y a sur 3 km, il y a une colonne de tracteurs, de véhicules, de voitures, de camions serbes, avec des enfants, des femmes, des vieillards, et un déménagement invraisemblable, qui sont pris sous le feu de terroristes de l'UCK. Alors je dis, vous me dégagez ça au canon de 20, puisque l'hélicoptère était armé d'un canon de 20. Et dans les quelques minutes qui suivent, j'ai mon général britannique qui m'appelle en me disant « Qu'est-ce qui se passe à tel endroit ?» C'était l'endroit d'embuscade. Qu'est-ce qui se passe à tel endroit vous êtes en train de tirer sur des gens du 22e SAS, le régiment britannique des forces spéciales. On était en plein secteur français. Hein. Alors je dis, mon général, vous devez vous tromper, regardez bien votre carte, mais s'il y a des Britanniques, des camarades britanniques qui sont là, ils ne sont pas dans leur secteur, et je me demande bien ce qu'ils font, alors qu'une embuscade est déclenchée sur des civils innocents qui sont en train de fuir leur domicile, leur patrie, leur pays. Alors il n'a pas insisté, et nos relations ont été de plus en plus difficiles jusqu'à la fin de cette opération, vous vous en doutez. On n'avait quasiment plus de contact d'ailleurs, mais j'ai à ce moment-là demandé à l'armée serbe qui était sur place
de régler le problème avec les éléments avec lesquels elle pouvait le régler, ce qui a été fait. Voilà, et on a ainsi de suite réglé jour après jour des incidents tous plus difficiles, tous plus pénibles les uns que les autres, et où franchement j'avais l'impression d'être, comment dirais-je, un bouchon ballotté dans un torrent de montagnes qui explose de partout. Et où nous faisions ce que nous pouvions, jour après jour, ce petit groupement des forces spéciales français, et j'en ai rapidement demandé le retour en France, parce que je me suis dit on va avoir des incidents très graves, et je ne vais pas pouvoir maîtriser même mes bons hommes à moi, mes troupes à moi, si vous voulez, qui étaient révoltés de ce qu'ils voyaient tous les jours de cette opération. On pourrait raconter ça encore des heures. J'en ai fait un livre en français qui s'appelle « L'Europe est morte à Pristina », qui est un petit livre, mais l'ancien ambassadeur de Serbie en France, qui était Dusan Batagovic, un grand historien, quand je le lui ai amené et qu'il l'a lu, m'a dit « Jacques, vous avez fait un petit livre, mais vous avez fait un grand livre. » Et c'est le plus beau compliment qui ait pu m'être fait sur ce livre, parce que je ne suis pas un écrivain, je suis un homme d'action, et c'est difficile d'écrire même un petit livre. Il a été traduit en serbe, et Vropa Ješkončala au Prishtini. Alors quand j'ai employé ce titre, l'Europe est morte à Pristina, il y avait d'abord une réaction de colère. La réaction de colère, c'est parce que je venais d'entendre Bernard Kouchner dire quelques jours avant « l'Europe est née à Pristina ». Et j'ai trouvé ça tellement révoltant, étant sur le terrain, que je me suis dit, si je fais un livre sur cette affaire, sur cette aventure, je l'écrirai sous ce titre « l'Europe est morte à Pristina ». Parce que j'étais révolté par cette déclaration de Kouchner, nommé gouverneur de la province, vous vous en souvenez, par la communauté internationale. Et puis je pense que, fondamentalement, derrière ce titre un peu provocateur, je pense que l'Union européenne a failli, vraiment, dans cette affaire du Kosovo. En d'autres termes, elle a été absolument nulle. Et en étant nulle, elle porte en elle-même les germes de ses échecs ultérieurs. Donc je pense que l'affaire du Kosovo est très grave, parce qu'il y a une violation de l'ONU. Il y a aujourd'hui une violation de la résolution 1244 qui a été votée en juin 1999, qui stipule que la province du Kosovo appartient à la République fédérale de Yougoslavie et à son héritière, la République de Serbie. Et ça n'est pas mis en cause. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président Poutine, il y a quelques mois, a fait semblant de s'étonner de ne pas voir de douaniers serbes, de soldats serbes et de policiers serbes au Kosovo, parce que normalement, c'est ce que cette résolution prévoyait. Donc il y a violation de la loi internationale, il y a violation de l'ONU, violation de la loi de la résolution 1244. Je rappelle encore une fois qu'il y a violation de la charte de l'OTAN, qui précise dans son article 6 qu'on n'agresse jamais un État qui n'a pas agressé lui-même un État de l'OTAN au préalable. Donc la Serbie ou la Yougoslavie n'était évidemment pas dans ce cas. Donc il y a violation réelle de la charte de l'OTAN. Et quand on voit ce qu'est devenu la province du Kosovo aujourd'hui, ce que nous disait le docteur Trou tout à l'heure, c'est un fiasco épouvantable, c'est un gâchis épouvantable. C'est un ramassis de mafieux qui vivent du trafic d'organes, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armement, et qui entourent simplement la plus grande base américaine en Europe. Voilà, donc ce que je voulais rappeler devant vous, de manière simple, et je pense que ce sera peut-être plus intéressant après éventuellement de répondre à des questions, mais ce que je voulais dire en préambule, je suis assez entier dans cette déclaration, vous le comprenez, parce que c'est d'une part de moi-même. J'y ai laissé ma carrière militaire, ça c'est sûr, mais je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai eu le privilège de découvrir la Serbie, où je vais souvent, et où vraiment j'ai des amis très chers aujourd'hui,
J'ai découvert l'Union des Serbes de France, où j'ai beaucoup d'amis aussi, et dont vous êtes maintenant. Et puis, j'ai découvert aussi, je dois le dire, comme catholique romain, j'ai découvert l'orthodoxie, la profondeur de la tradition, de la spiritualité, de la liturgie, la beauté de la liturgie orthodoxe. Ça m'a amené à aller 3 fois déjà à Ilandar, au Mont Athos, et je peux vous dire que voilà, la Serbie est devenue une part de moi-même, une part de mon cœur. Mon père, qui était officier général de l'armée française lui aussi, est mort en 99. Il est mort le 12 juillet, il a attendu que je rentre de cette aventure au Kosovo Metochi, et il est mort 48 heures après mon retour. Et c'est lui-même qui m'avait dit, m'avait mis en garde avant de partir pour cette opération, en novembre ou décembre 1998. Il m'avait dit, n'oublie jamais l'amitié franco-serbe, n'oublie jamais qu'on ne trahit jamais impunément ses amis, alors fais ce que tu as à faire pour le faire le mieux possible ou le moins mal possible. Dans ces conditions, je lui avais dit à l'époque, je peux très bien me faire affecter à une mission plus africaine, que je connais mieux le terrain africain. Et il m'avait dit, ah non, surtout pas, on ne fait pas ça dans la famille, tu es désigné pour cette mission, tu l'as fait, et tu l'as fait jusqu'au bout. Et de toute façon, un autre officier serait désigné pour prendre ta place si tu ne le faisais pas. Et un autre officier qui n'aurait pas forcément ta capacité de discernement, parce que maintenant, on te voilà prévenu. Voilà, donc je pense aussi toujours à lui, quand j'évoque cette période de ma vie très courte, mais qui m'a marqué pour le restant de mes jours. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous, vous faites part de nos cours, nos cœurs, de nous tous. Merci. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Permettriez-vous, nous, de vous donner un petit cadeau symbolique, juste pour dire merci. C'est une œuvre d'art magnifique de peintre serbe, Lepa Contamine, qui habite et travaille ici à Nice et qui est aujourd'hui avec nous. Et c'est un Kosovka Devojka. Kosovka Devojka, c'est un tableau à l'original, un grand peintre serbe qui présente voilà. Merci beaucoup. Alors, épilogue de bataille de Kosovo. Et nous prions Marie de chanter une chanson spirituelle, Kosovski Božori, avec l'aide de Perigor Mesić. Oui. Bien sûr. Usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Ej, dragi, dragi, gdje Božore sadi, ja ću oduvati koren, nek izniknu mladi. Ja ću oduvati koren, nek izniknu mladi. Vidiš, dragi, širom polja Božurova nema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom trema. Samo kamen ljuto trnje pod oblakom trema. Ej, dragi, dragi, Božurove
ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Da procveta rano polje oko manastira i da pastir ispod brda u frulu zasvira. I da pastir ispod brda u frulu zasvira. Ej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Est-ce que nous aurions un peu de temps pour la discussion? Parce que Dr Fouillade Orsini a préparé quelques questions pour vous, pour profiter de cette possibilité. Je prends la parole, non, mon colonel voulait dire quelque chose, je crois. Vous voulez Oui, j'avais juste, je vous en prie. juste un mot, pardon, et puis je vais vous rendre la parole, mais Oui, je vous en prie. le docteur Troud me rappelle quelque chose d'important. Avec son fils, Alexis Troud, qui est historien aussi, et qui est très engagé pour la défense de la réhabilitation de l'image de la Serbie en France en particulier, puis la défense du Kosovo serbe et orthodoxe. Il est à l'origine d'un collectif pour la paix au Kosovo. Ce collectif va tenir une conférence de presse à l'église, dans la salle de conférence de l'église Saint-Sava de Paris, rue Saint-Plon, le 4 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine, à 18h30. On sera un certain nombre à prendre la parole. Et ce collectif pour la paix au Kosovo a un objectif, c'est, on ne va pas l'obtenir tout de suite, c'est évident, mais commencer à alerter l'opinion publique française et en particulier les responsables politiques de tout parti, pour faire ce que viennent de faire pratiquement 15 États dans les derniers mois, c'est-à-dire renoncer à la reconnaissance du Kosovo et finalement revenir à la situation hantée où ces États reconnaissent le Kosovo comme partie pleine et entière de la Serbie. Donc c'est une initiative qui débute. Il y a un certain nombre de personnalités qui ont choisi de la soutenir, encore une fois de tous les bords, si je puis dire, de tous les partis, et nous devons essayer de soutenir donc, cette initiative. Voilà. Donc je crois que ceux qui veulent signer cette pétition pourront le faire ensuite. Tout est prévu ici. Voilà. Merci, excusez-moi d'avoir été. Merci. Oui. Bien. Comment ça se passe? Je pose des questions, je présente le texte que j'avais préparé, peut-être. Il faut me profiter de la possibilité d'avoir Jacques Hogarth Encore quelques minutes avec avec toi. nous. Comme vous voulez, je vais perturber. Et peut-être Ah, aussi non. de possibilité d'acheter les livres, Bien. de livres de Dr Troud et de Colonel Hogarth. Si quelqu'un a envie, là, c'est le moment. Oui, aussi. Ako imate pitanja? Ah. J'ai une question pour le colonel. Et dis donc, tu lui apporter le micro. Allez. Non, non, on vous apporte le micro, ne vous faites pas. Peut-être 18h, c'est ça. On a encore une demi-heure. Ah. Oui, bonjour colonel. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Stevan Radosavljević et j'étais à l'armée au Kosovo dans les années 80, de 84 à 86. J'étais à l'aéroport de Pristina et je voulais savoir, à l'époque où vous étiez, connaît-il la venue de l'aéroport? Quand j'étais sur... On va prendre celui qui marche. Oui. Quand j'étais sur place, j'ai appris, alors ça c'est un souvenir historique, mais j'ai appris
que la brigade russe de Bosnie s'était déployée dans la nuit, avait fait un tour de force, parce que venir de Bosnie par les routes qui sont quand même pas des autoroutes, jusqu'à Pristina, et avait pris possession de l'aéroport de Pristina. Ce qui était pour nous, enfin moi personnellement avec mes officiers, j'avais une bouteille de champagne dans une musette, on ne savait pas quand est-ce qu'on la boirait, et là on l'a bu. Voilà. Ça c'est pour l'anecdote. Ce que cet aéroport a été en fait l'enjeu d'une crise à ce moment-là, c'est que le général Wesley Clark, qui commandait, qui était le Supreme Commander pour l'OTAN en Europe, voulait carrément reprendre l'aéroport par la force. Et le général Mike Jackson, qui était le commandant des forces alliées, entre guillemets, déployées sur le théâtre, l'en a dissuadé en lui disant « je ne prendrai pas le risque de déclencher une troisième guerre mondiale ». Voilà. Et donc, en fait, les choses se sont réglées sur place par la négociation. Les Russes avaient voulu simplement faire un coup d'éclat pour dire « attention, on a des tas de problèmes chez nous, on est affaibli, mais enfin, on est quand même là ». Voilà. Donc, Alors après, ce qu'il est devenu de cet aéroport, il a été pris en compte par la communauté internationale, et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Hein. Voilà, ce que je peux vous en dire. D'accord, non, je voulais demander l'aéroport militaire, donc à Slatina. Alors ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, parce que moi j'étais vraiment à un niveau qui était très terreau-terrestre. J'étais engagé, moi, sur la zone nord, hein, qui est le triangle nord, Zubin Potok, Posavic, Mitrovica, etc. Et j'ai rapidement, je me suis concentré. Je vous assure, j'avais assez de travail jour et nuit sur ma zone à moi pour laisser le soin de l'aéroport à ce moment-là. C'est les Anglais qui ont pris le contrôle. D'accord. Derrière les Russes. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Lionel. Yoann, je te ramène le micro. Il y a des questions? Alors, moi c'est mon colonel, donc moi c'est Vladan Radovanovic. C'est pas une question, c'est une affirmation. Donc la situation au Kosovo, elle est catastrophique, dramatique aujourd'hui. Mais à vous écouter, un peu vous avoir écouté aujourd'hui, hein, moi je vous ai suivi bien avant et tout ça, mais il y a de l'espoir, voilà. Il y a de l'espoir, et la fraternité franco-serbe qui date depuis des décennies, voire des siècles, elle est maintenue, elle sera maintenue, et elle sera développée dans les années à venir. Donc on est dans une mauvaise période, mais avec des gens comme vous, et cette histoire qu'on a commune, j'allais dire, on a peur de personne. Et je vous remercie vraiment, au nom de nous tous, je pense, et je pense que tout le monde est d'accord. C'est un plaisir de vous écouter, et de vous, si vous avez le temps, restez encore ce soir, demain. Malheureusement, je dois reprendre un avion tout à l'heure, parce que j'ai le baptême de ma 9e petite fille demain, et donc par la fille de ma fille. Donc il faut que je rentre à Paris, malheureusement, mais volontiers je reviendrai quand l'occasion se présentera. Je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'engagements divers et variés, donc c'est toujours difficile pour moi de tout concilier. Je vous remercie de ces paroles en tout cas. Je pense qu'il ne faut jamais désespérer, parce qu'on a eu un rappel historique tout à l'heure très intéressant, où j'ai rafraîchi mes connaissances en ce qui me concerne sur toute l'histoire du Kosovo. Moi, je voudrais vous dire que, par exemple, l'Alsace-Lorraine, c'est pas comparable, bien sûr, mais l'Alsace-Lorraine, c'est une famille lorraine, avec une grand-mère alsacienne. Alors, l'ADN alsaco-lorrain, je connais. On a mis 50 ans à récupérer l'Alsace-Lorraine. On a mis 50 ans, 2 générations. Mais jamais dans ma famille, dans mes familles, on a imaginé qu'on abandonnerait l'Alsace-Lorraine. C'était pas possible. Donc n'abandonnez jamais dans la tête le Kosovo. Et comme me l'a dit l'ancien Premier ministre Vojislav Košunica, il m'a dit on mettra 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, peut-être 1000 ans, mais le Kosovo nous reviendra. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, colonel. Vous donnez effectivement l'espoir.
Mais beaucoup de Serbes sont absentes aujourd'hui. Alors, mon avis privé, c'est qu'ils désespèrent. Parce que les situations dans les médias nous sont présentées comme les génocidaires des Balkans, qui se promènent avec des couteaux et je ne sais pas quoi. Et comment c'est possible qu'on est arrivé à un tel mensonge? C'est mensonge. Ils ont tous menti. Le président américain, le président d'État, le président anglais, ils sont tous menti. Ils ont dit qu'il y avait 200 000, que les Serbes ont tué 200 000 morts. Comment vous expliquez que telle chose est possible? Je crois que la désinformation, c'est une arme de guerre aujourd'hui. Ça fait partie de l'arsenal des armements. Et c'est un armement qui coûte pas cher et qui marche très bien. Donc il y a eu diabolisation de la Serbie à partir du début des années 90, c'est certain. Et je voudrais citer cette phrase que j'ai mis en conclusion de mon livre, ou en début de mon livre plutôt, d'Elisabeth Lévy. Elle dit, c'est un compliment qu'elle fait en fait, mais il faut bien écouter la phrase. Cette guerre de l'information, les Serbes, piètres menteurs, mauvais menteurs, c'est-à-dire mauvais communicants, la perdirent sans l'avoir livrée. Et avec eux, tous ceux qui prétendaient que la réalité était un peu plus complexe que le western qui se jouait sur nos écrans. Et donc, il y a eu un certain nombre d'opérations, vous évoquez le mensonge de Bill Clinton et de Madeleine Albright en particulier, qui évoquent les 200 000 morts au Kosovo, pour justifier, finalement, lors de l'échec déclaré des négociations de Rambouillet, pour justifier le déclenchement des bombardements. Et on justifie la guerre avec le plus gros des mensonges. Finalement, c'est ce qu'on a fait aussi en Irak contre Saddam Hussein. Non pas que j'aime Saddam Hussein, hein. C'est aussi ce qu'on a fait contre Kadhafi. Non pas que j'aime Kadhafi non plus, hein, parce qu'on avait quelques antécédents difficiles avec lui. Mais, et c'est ce qu'on a voulu faire aussi à l'héroïque Bachar el-Assad, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Damas, et dont je salue le courage et la vision d'homme d'État. Cet homme est un grand homme d'État. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a constamment recours à ces mensonges colossaux qui justifient toutes les guerres. Voilà. Donc c'est à faire réfléchir parce que... Et qui reste impuni. Et qui reste impuni naturellement. Merci beaucoup. Peut-être ça c'est un bon moment de donner la parole à Dr Fouya Dorsi, qui va parler un peu des recours aux fake news et de bombardements. Oui, notamment de l'utilisation de l'uranium appauvri. Bon, j'aurais une question là-dessus. Alors, je ne sais pas si je commence d'abord par faire mon exposé, je dirais, à discuter, ou si je pose directement la question. Ah, je pose la question directement. Mon colonel, que pouvez-vous nous dire sur l'utilisation des munitions à uranium appauvri et leur radiotoxicité? Peut-on, selon vous, parler d'un crime écologique? Alors, ça c'est un sujet que je maîtrise mal, encore une fois, parce que j'étais... C'est un sujet que je maîtrise mal parce que j'étais, encore une fois, moi, sur le terrain, dans mes Rangers, au plus près de mon secteur, qui était le futur secteur français. Hein. Et donc, j'ai entendu évidemment parler de ça tout de suite. J'ai mesuré, parce que c'est ce genre de, si vous voulez, derrière le déclenchement de guerre de ce type, bien entendu que les industries, les complexes militaro-industriels, les industries guerrières, entre guillemets, profitent de ces engagements où il y a de compte à rendre à personne, finalement, pour tester des nouveaux matériels, tester des nouvelles munitions. Donc, moi, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas de compétences. Je suis un 0-0, comme on dit, certains dans la salle sauront de quoi je parle. Je suis un fantassin parachutiste. Je n'ai pas du tout de culture scientifique, mais je n'ai pas de doute sur l'utilisation de projectiles qui ont fait des ravages et qui ont laissé des traces. Là, je pense qu'il faudrait aussi faire la lumière sur cette affaire. Ça mérite une commission d'enquête, ça mérite un livre, ça mérite des ouvrages, etc. Mais c'est un vrai sujet. Et je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je pense
c'est des Américains avec A10, de l'avion A10. Oui, c'est ça. Ouais. Pas de... Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la guerre aérienne et je ne suis pas un spécialiste de l'armement sophistiqué qui a pu être employé. Donc vous avez quelqu'un qui pourrait vous en parler de manière formidable, qui est un grand ami et qui est le médecin-colonel Patrick Barriot, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est un grand monsieur, c'est un des meilleurs urgentistes français aujourd'hui. Il s'est reconverti parce qu'il a été mis à la porte de l'armée française en 96, je crois, de mémoire, en rentrant de Kraïna, où il allait en fausse permission soigner, aider les Serbes de Krajina à s'organiser en créant des postes de secours, des centres hospitaliers de campagne, etc. Et il a quitté l'armée à cette époque-là. Et c'est un vrai scientifique. La Serbie, c'est aussi une partie de son cœur aujourd'hui. Et donc vous pourriez tout à fait, je peux vous mettre en contact avec lui, vous auriez des échanges peut-être plus nourris qu'avec moi sur ce sujet particulier. Voilà. Très bien. Merci mon colonel. Oui, une autre question que j'avais préparée, au cours de votre intervention, vous avez répondu à pas mal de questions que je souhaitais vous poser, donc ça c'est très bien. Mais je vais vous poser quand même la question suivante. 20 ans après, donc, comment la vérité sur les événements dont vous avez été à la fois un acteur et le témoin peut-elle être connue selon vous du plus grand nombre? Et je voulais vous demander si vous aviez le sentiment de subir un ostracisme de la part des médias de masse. Est-ce que vous avez ce sentiment? Alors, on va commencer par l'ostracisme des médias de masse. Oui, il est réel. Il se trouve que je viens de fêter 2 anniversaires tristes. Le 20e anniversaire du Kosovo, puisque j'étais il y a exactement 20 ans sur place au Kosovo et Metochi, dans cette opération. Et puis, il y a 25 ans, j'étais au Rwanda, et avec des multiples attaques contre l'armée française, contre la France. Les 2 cas sont différents parce que la France n'a pas joué le même rôle dans les 2 cas, mais on a les mêmes acteurs en face de nous, les mêmes acteurs étatiques et les mêmes acteurs de personnes. Et en fait, on s'aperçoit que les médias dominants font le silence absolu ou donne une image qui, à mon sens, est totalement fausse et contraire à la vérité de ce qui s'est passé. Donc nos efforts aujourd'hui, et mes efforts en particulier, ça occupe une grande partie de ma vie, tous les jours, c'est sur ces 2 sujets qui me tiennent à cœur parce que j'ai été un des responsables français de ces 2 opérations, c'est de remettre les pendules à l'heure sur ces 2 sujets. Et on voit bien que nous avons des difficultés à parler, à être entendus, alors que certains n'ont aucune difficulté à faire les colonnes du Monde, de Libération, de l'Opinion, du Figaro, etc. et des grands médias télévisés, de BFM TV à TF1, en passant par France 2, etc. Alors, il y a des médias alternatifs dont je me sers abondamment. Il y a évidemment RT France, il y a Sputnik, qui sont mal vus, mais qui délivrent une information quand même très intéressante. Avec des émissions de télévision tout à fait solides, en particulier RT France aujourd'hui, je crois, à l'audimat, enfin si je puis dire, Internet dépasse maintenant BFM TV, ce qui est quand même un signe quand même intéressant. Et puis il y a TV Liberté, etc. Il y a d'autres médias. Donc j'utilise moi tous les médias qu'on peut utiliser pour dire la vérité. Et essayer de faire avancer la réflexion de nos concitoyens. Mais c'est pas facile. Les grands médias français, ils étaient invités aujourd'hui aussi sur cette conférence. Ils ne sont pas venus. Ça, c'est notre ami, ça. Mais ça, c'est très vrai. Alors moi, j'ai été invité il y a 2 jours sur Public Sénat, qui est une chaîne de télévision qui prend quand même de plus en plus d'ampleur, pas sur la question du Kosovo, mais on en a parlé avec le journaliste qui m'interrogeait, sur le Rwanda d'ailleurs, où j'ai pu dire ma vérité. Ça circule sur les réseaux sociaux. Et ce soir, je vais avoir le privilège de terminer la diffusion d'un film abominable sur le Rwanda, qui commence à 21h sur Public Sénat, et à 22h20,
je vais parler pendant un quart d'heure pour essayer de démonter le film. C'est un peu difficile parce qu'en 15 minutes, démonter 1h20 de film, vous voyez un peu la difficulté. Mais voilà, c'est la première fois que je suis invité sur Public Sénat, il y a 2 jours, donc je suis très fier de vous le faire partager. Et on a parlé du Kosovo, et justement, ils m'ont dit on va faire un film pour expliquer combien les Roms ont été martyrisés au Kosovo. Alors je dis c'est un bon sujet parce que c'est vrai. Moi j'ai vu les Roms se faire martyriser par les Albanais dans les tout premiers jours de notre intervention. Hein. J'ai rencontré à l'église Saint-Sava à Paris un des représentants de la communauté Rome serbe de France avec qui on a discuté, etc. Je pense que voilà, mais je lui ai dit, bon, c'est bien de parler des Roms, mais vous pouvez parler des Serbes aussi, parce que c'est exactement le sort qui est réservé aux minorités aujourd'hui présentes au Kosovo, mais en plus les Serbes sont sur leur terre, hein, ils sont au cœur de leur nation, en fait, de la constitution de leur nation et de leur identité. Donc voilà. Merci. Vous auriez encore peut-être des exemples? Oui, j'en ai amené. Si quelqu'un est intéressé, 20 euros, s'il vous plaît. 20 euros. Vas-y, c'était. 20 euros pour tous les c'est pas 20 euros, c'est 13 euros. Hein. Ah, 13 euros. Donc là, je ne sens pas qui m'a donné ça. J'ai pas voulu. Elena, pas aussi le J'en ai pas quelques exemplaires en français et j'ai quelques exemplaires en serbe. Moi j'en ai plus. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas. Pause, je ne sais pas qui m'a dit ça. J'aurais une question, si vous me permettez, mais après je ne vais pas manipuler la parole. Est-ce que si les États-Unis étaient derrière le bombardement de la Serbie et de manipulation médiatique, Oui. En quel rapport ils sont avec l'Europe? Est-ce qu'ils sont nos alliés ou non? Parce que moi je vois un conflit d'intérêts européens et des intérêts des États-Unis. Comment vous présenteriez la situation peut-être M. Trude? Oui, bien sûr. Peut-être M. Trude? Vous pourriez nous éclairer un peu sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts géopolitiques des États-Unis de l'Europe? Parce qu'ils ont fabriqué une guerre, ils ont déstabilisé la région qui est en Europe. C'était peut-être un des plus vieux pays d'Europe. Oui. La Serbie qui s'est fut attaquée, bombardée, vandalisée. Et puis il y a la politique de Grande Albanie. Récemment, le Premier ministre albanais, il a annoncé comme un but politique. Comment vous commentez ça? Mais pour la diplomatie américaine, la Serbie est considérée comme un avant-poste de la Russie. C'est tout ce qu'ils ont en tête. Ils se moquent éperdument de la France, de l'Italie et tout ça. Donc, les Américains ont créé des bases en Lituanie, en Pologne, en Roumanie, tout ce qui borde la frontière de la Russie. Et pour eux, ils considèrent que la Serbie est un avant-poste de la nation russe. Donc tout est bon pour l'écraser. C'est tout, c'est géopolitique. Et ils se moquent complètement de l'Europe. Mais ils sont quand même aidés en Europe par l'Allemagne, qui a un rôle important, qui veut reconstituer son ancien empire et reconquérir ce qui était perdu lors de la dernière guerre mondiale. Mais ils sont contre les intérêts européens. Ça dépend de quel pays d'Europe on parle. Parce que il y a plusieurs États avec plusieurs États nationaux. C'est ça. Conflictuels d'ailleurs. Oui. Par exemple,
la Croatie a été ouvertement soutenue par l'Allemagne. Toujours, parce que la Croatie, on oublie de le dire, la Croatie a été 300 ans dans l'empire des Habsbourg. Bon, ils ont une revanche à prendre. Ils se considèrent comme plus avancés parce qu'ils étaient dans l'empire germanique et ils peuvent compter sur l'appui de l'Allemagne. Voilà, j'avais effectivement préparé une intervention pour discuter à la fois des fake news et comment les médias de masse avaient propagé des fausses informations pour justifier l'intervention de l'OTAN, mais je ne vais peut-être pas insister sur, puisque le temps là étant limité, je ne vais pas insister là-dessus. Bon, on connaît, tous les gens présents savent très bien les manipulations, on en a vraiment parlé. Non, moi je voulais parler de l'uranium appauvri. Je pense que c'est un sujet importantissime, très actuel et qui dans un proche avenir, très, très prochainement, va faire l'objet d'enquêtes et de... Donc voilà. Alors, outre la question de la légitimité de l'intervention de l'OTAN par rapport au droit international, comme monsieur le colonel Jacques Hogar l'a rappelé, il y a évidemment l'utilisation de munitions à uranium appauvri. Alors, il est difficile d'aborder ce sujet dans la mesure où la composition exacte des munitions reste difficile à obtenir. Il est ainsi compliqué de connaître avec exactitude la radiotoxicité de ces armes. Toutefois, la présence d'uranium-236, dont l'isotope n'est pas présent dans l'uranium naturel, prouve que l'uranium de retraitement, c'est-à-dire issu des usines, est utilisé dans la composition de ces munitions qui servent à percer les blindages des tanks. Alors, la présence d'uranium-236 rendrait ces armes dangereuses en termes de contamination radioactive. L'uranium appauvri, rappelle le scientifique et président de la CRIRAD Roland Desbordes, s'enflamme spontanément au contact de l'oxygène. Il y a une combustion sans flamme qui s'opère et cette oxydation à l'air libre transforme l'uranium appauvri en oxyde d'uranium, qui est une poussière extrêmement fine qui peut contaminer les individus soit par inhalation, soit par ingestion. Donc il s'agit l'uranium cumule tous les dangers dans la mesure où il s'agit d'un émetteur alpha dont les rayonnements provoquent de sérieux dégâts en interne et c'est aussi un métal lourd qui va être métabolisé dans l'organisme durant de longues périodes. Alors il faut savoir que au cours des bombardements de l'OTAN contre la Yougoslavie, alors il y a un débat sur les chiffres, mais 35 tonnes d'uranium appauvri auraient été versées contre la Serbie, dont 20 tonnes dans les provinces méridionales de Kosovo et Metochi, au cours des 2300 attaques aériennes de l'OTAN. Alors bon, la radiotoxicité des munitions à uranium appauvri, comme je vous le disais, fait encore aujourd'hui l'objet d'une controverse. Certains disent que c'est une munition qui n'est pas dangereuse. Bon, on peut quand même rappeler l'apparition de maladies chez d'anciens soldats qui ont servi dans les Balkans et qui peut laisser craindre un risque majeur pour l'environnement et les populations exposées, notamment aux poussières issues donc de la dégradation des munitions et qui se retrouvent dispersées dans l'atmosphère avec les vents. L'Italie et d'autres pays d'ailleurs, notamment la France et la Belgique, dont les soldats ont stationné en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, ont demandé des précisions à l'OTAN dès 2001 sur l'utilisation d'uranium appauvri, sachant que plusieurs centaines de soldats de l'OTAN sont morts d'un cancer, et notamment de leucémie, quelque temps après avoir été présents sur le théâtre des opérations. Je pourrais aussi évoquer l'usine d'Adici, qui vous parlera peut-être plus, dans la banlieue de Sarajevo. C'était une usine yougoslave où on réparait les tanks notamment, et qui a été bombardée par l'OTAN en 1996, je crois. Beaucoup de Serbes étaient
ouvriers dans cette usine. Ils sont partis à Bratunac, en République serbe de Bosnie, et beaucoup sont décédés suite vraisemblablement à ces bombardements. Dans un article publié en février 2008 dans le quotidien Libération, le journaliste Jean-Dominique Mercier rapportait que l'OTAN admettait que les armes à uranium appauvri utilisées dans les Balkans contenaient aussi des traces de plutonium en quantité minuscule. Mais bon, on contenait quand même. Il faut savoir qu'en 1998, le nombre de personnes atteintes d'un cancer était de 18 841 et que 12 162 personnes étaient décédées du cancer en 1998 en Serbie. Un peu moins de 20 années plus tard, soit en 2005, le nombre de personnes atteintes était de 38 066 et le nombre de morts de 21 865. Rapporté à la population serbe recensée à ces deux dates, ces chiffres représentent un pourcentage de 0,2% de la population touchée en 1998 contre 0,5% aujourd'hui, ce qui signifie qu'entre les deux dates, le pourcentage d'évolution des personnes atteintes d'un cancer a augmenté de 102%. Et le nombre de décès a lui augmenté de 79%. Ces chiffres sont issus de l'Institut pour la santé publique de Serbie, Batut, peut-être que ça vous parle. Alors, il ne signifie pas nécessairement que cette augmentation des cas de cancer soit due à l'utilisation d'uranium appauvri, ni même au bombardement de l'OTAN. Mais bon, il y a peut-être une crainte par rapport à ça. Il faut aussi savoir que, outre la radiotoxicité des munitions à uranium appauvri utilisées par l'OTAN contre la Yougoslavie de Slobodan Milosevic, il ne faut pas oublier les frappes aériennes contre les sites industriels et pétrochimiques serbes. Au total, 78 industries et 45 sites de production énergétique ont été bombardés, ce qui a libéré dans l'atmosphère des quantités importantes de produits chimiques, toxiques et cancérigènes, parmi lesquels le pyralène, le benzène et des dérivés de chlore. En tout... Ah oui, pardon. S'il n'était pas radioactif, si c'était pas un déchet radioactif, il n'y avait pas toute une procédure. Merci beaucoup, Marie-Lise. Oui, je suis très bien. Marie-Lise, nous devons délibérer. Merci.